Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Répondre aux défis énergétiques opérationnels et stratégiques dans l'habitat social et le secteur public. Donc, je suis Charlotte Flippo, chargée de marketing et de communication chez UbiGreen. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'organiser ce webinaire avec Novamap. Nous allons aborder des enjeux clés pour l'habitat social et le secteur public, tels que l'optimisation énergétique et les défis liés à la décarbonation. Donc, pour répondre à ces enjeux, nous avons le plaisir d'être accompagnés par deux experts, Pierre-Olivier Bessol, qui est CEO d'UbiGreen. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Et William Allemand, qui est CEO de Novamap. Bonjour William. Bonjour. Au programme aujourd'hui, donc, nous verrons comment connaître et suivre ses consommations énergétiques, comment réaliser un état complet de son parc immobilier et identifier les sources de gaspillage, le suivi en temps réel avec des outils performants comme la solution UbiGreen Energy. Et nous verrons dans un deuxième temps comment piloter la décarbonation et la gestion du patrimoine avec les 3 leviers de décarbonation et une démo live de la solution Novamap. Et nous finirons par une partie session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long du webinaire et nous y répondrons en fin de session. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui et je vais laisser donc, du coup la parole à Pierre-Olivier qui va commencer ce webinaire. Tu me partages, très bien. Hop. Tu me confirmes que c'est bon? Alors. C'est bon, on voit. On attend chez moi. Oui, bah, ça devrait arriver. C'est bon, ouais, je l'ai aussi, donc c'est bon. Oui. Très bien, je vous remercie. Alors, petite introduction à ce webinaire. Donc, effectivement, des défis opérationnels de manière globale. On parle bien entendu de sécurité, de confort, de gestion technique, de bâtiments existants, anciens, nouveaux, consommateurs, non consommateurs. Moi, je voudrais faire un petit focus sur justement ce patrimoine, sur l'immobilier. Alors, c'est pour la plupart des éléments que vous connaissez déjà. Toujours intéressant de voir quand même que 80% du parc immobilier de 2050 est déjà construit. Donc, on a déjà des choses à faire sur ce patrimoine, tant sur la phase initiale, et on le reverra avec Novamap tout à l'heure, sur tout ce qui est effectivement bâti, organisation du patrimoine, etc., mais également sur la phase qu'on appelle un peu run d'exploitation, où on doit aussi adapter et utiliser le mieux possible les outils qu'on a en fonction des usages qu'on a dans ce bâtiment. Le volet énergie renouvelable est également aussi un enjeu assez important. On consomme beaucoup d'énergie, beaucoup pour le chauffage, la climatisation dans certains cas, la ventilation essentiellement également. Et donc, c'est vrai qu'on a aussi cet enjeu de travailler sur rendre le plus éco-responsable les consommations existantes. D'un côté, on doit les réduire, de l'autre côté, on doit aussi les rendre les moins émettrices de carbone, et donc travailler sur ces volets d'électrification, d'utilisation d'énergie renouvelable dans le fonctionnement global du bâtiment. On ne parlera pas énormément de déchets, mais c'est aussi quand même une composante importante. Comme vous voyez, 35% du volume total des déchets mondiaux proviennent des bâtiments. Donc c'est vrai que dans des politiques, on va le voir tout à l'heure, RSE, ESG, le volet de maîtrise, de contrôle et de maîtrise et d'optimisation des déchets dans les entreprises est également un élément important, même si on fera aujourd'hui, bien entendu, un focus sur la partie énergie. Alors, sur la partie énergie, les nouveautés, vous en avez certainement entendu parler, c'est donc un plan européen qui s'appelle Fit for 55, 55% donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, qui est la baseline, enfin le point de départ utilisé dans ce calcul. C'est donc un nouveau plan qui a été adopté en octobre 2023, donc qui va non seulement traiter de l'énergie. Alors, je vous ai mis les 12-13 mesures qui ont été mises en évidence. Alors, on va passer, il y a pas mal de choses sur les véhicules, bien entendu, sur l'aviation, sur le maritime, le secteur maritime, sur la refonte du marché carbone aussi, qui a été assez important. C'est comment on gère ce marché carbone, comment on le gère au niveau européen entre les pays, quelles sont les règles justement de
de répartition entre les pays États membres de l'Europe, mais également 5 mesures et 5 plans importants, hein, un sur l'efficacité énergétique, avec encore une fois des objectifs fixés assez forts qui vont être déclinés ensuite dans les États européens. Mais comme vous le voyez, d'ici 2030, tous les nouveaux bâtiments, à partir de 2030, tous les nouveaux bâtiments devront être zéro émission, assez important, avec des objectifs, vous le voyez, de rénovation aussi également importants, hein, où d'ici 2030, 16% des bâtiments les moins performants devront avoir un plan de rénovation, 26% d'ici 2033. Donc, un certain nombre d'objectifs assez forts, tant vous voyez sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables, sur la fiscalité, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que évidemment les énergies carbone seront plus fiscalisées que les énergies renouvelables, encore une fois pour orienter dans ce sens-là. Et puis donc globalement travailler sur ce plan global qui a été défini au niveau européen et qui va être décliné. Alors en France, on est déjà un peu en avance avec le décret tertiaire, hein, que vous connaissez pour certains dans le domaine du tertiaire. Donc ce décret tertiaire, c'est déjà quelque chose qui a été mis en place il y a quelques années, qui concerne tous les propriétaires et occupants d'un espace dans un bâtiment qui fait 1000 m² ou plus, hein, donc ça représente quand même beaucoup de sites et de bâtiments assujettis, avec des objectifs déjà très court terme, hein, puisque 2030, objectif de faire moins 40% par rapport à une année de référence qui était à choisir dans les 10 ans précédents, avec des pénalités également, hein, pour ceux qui ne publieraient pas tous les ans l'avancement, leur consommation et l'avancement de ces plans d'action, et puis concrètement de l'économie à mettre en place. Donc, c'est vrai qu'avec le décret tertiaire, et on le voit à UbiGreen, on travaille beaucoup au niveau européen et au niveau international. On est clairement en avance par rapport à un certain nombre de pays, notamment vis-à-vis de l'implantation de la mise en place de ce décret, mais évidemment par rapport à cet objectif Fit 55 qui est encore une fois une mise à jour un peu plus exigeante des obligations, on va avoir des déclinaisons progressivement qui vont arriver étape par étape sur l'ensemble du patrimoine immobilier. Avant de passer à l'étape suivante, Charlotte, je crois que nous avons un petit sondage. Voilà, on a un petit sondage, voilà, pour connaître un peu votre. Alors, est-ce que. Hop, normalement, ça devrait arriver. Oui, tout à fait. Voilà, pour connaître un peu, utilisez-vous un logiciel de gestion et de suivi énergétique pour optimiser vos consommations? Donc, hop, normalement, hop, vous pouvez encore répondre. Tout le monde n'a pas encore répondu. Alors, donc, oui, donc 17% ont répondu oui. En cours de mise en place, 33%. Réflexion, 17% et non, 33%. C'est assez partagé, du coup. Oui, Très bien. 50 sont dans une démarche, en gros, 50% sont dans une démarche, 50% en réflexion ou ne l'ont pas mise en place. Donc, on va pouvoir effectivement rentrer dans plus de détails dès maintenant. Hop, j'ai toujours la présentation, c'est bon? Ouais, super. Oui, c'est bon. Parfait. Rapidement, on reverra avec William juste après le plan de décarbonisation globale du bâti, je dirais, intégrant la partie construction, bâti et enveloppe des bâtiments. Juste pour repréciser, lorsqu'on est en phase d'exploitation, hein, c'est-à-dire que vous avez votre bâtiment, vous êtes dans vos sites, vos usages évoluent, il y a effectivement ces objectifs d'améliorer cette performance d'exploitation et d'utilisation des énergies. La stratégie classique qu'on retrouve, hein, c'est d'abord améliorer cette performance énergétique, donc de savoir ce qu'on consomme et de voir comment on peut l'améliorer par rapport aux objectifs qu'on a vus avant, qui sont le décret tertiaire, qui sont les autres objectifs qui seront déclinés du plan Fit 55. On l'a vu, le deuxième point, c'est électrification de tout ce qu'on peut, en particulier gros focus sur ce qui consomme beaucoup dans le bâtiment, notamment le chauffage et la climatisation, bien entendu, lorsque c'est applicable. Transition vers des sources d'énergie renouvelables. Vous avez vu, il y a des objectifs aussi de taxation de plus en plus des énergies non renouvelables. Donc, qu'est-ce qu'on peut
rendre tant en termes d'utilisation de la donnée que de la production même qu'on peut avoir sur des sites, hein, qu'on voit de plus en plus, on le reverra peut-être un peu plus tard, mais production photovoltaïque, éolien, etc. Et puis, in fine, lorsqu'on a amélioré et transformé vers du renouvelable, c'est voir comment on peut compenser ce qui reste par des actions hors de l'organisation à long terme. Donc, j'aime bien reprendre ces deux maximes. Hein. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, le point de départ, c'est je mesure pour savoir où je suis aujourd'hui. Je mesure pour être capable de voir quel est l'impact réel de mes actions lorsque je les mets en place. Et je mesure pour m'assurer que je suis capable d'atteindre, ou en tout cas que j'atteins mes objectifs. Et la démarche globale, si on avait à la résumer, c'est bien celle-là, hein, c'est de dire l'objectif, c'est une fois qu'on a mesuré, une fois qu'on s'est défini ces objectifs, c'est réduire tout ce qu'on peut, puis, in fine, compenser ce qu'on ne peut pas réduire globalement. Et donc, l'enjeu derrière, vous l'avez compris, va consister vraiment dans la collecte de ces informations. On a beaucoup de patrimoine existant, on a du nouveau, du communicant, mais pas encore bien réglé, donc avec beaucoup de données hétérogènes. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de se dire, OK, comment je vais pouvoir collecter les données nécessaires, hein, ça ne sert à rien de collecter, de récolter de la donnée si elle n'est pas nécessaire dans le cadre de votre plan d'amélioration, pour être en mesure derrière de prioriser vos actions, de définir les plans d'investissement ou de réglage les plus pertinents et s'intégrer globalement dans une démarche d'amélioration continue. Et donc, on va retrouver un peu toutes ces sources de données différentes. Hein. Sur des patrimoines importants, le gros avantage qu'on a en France, c'est l'ouverture quand même de nos distributeurs sur les données distribution, Enedis, GRDF. Donc, on peut déjà récolter énormément d'informations juste avec l'autorisation du client final, du propriétaire du contrat au travers des distributeurs. Idem sur les fournisseurs, ceux qui vous facturent in fine l'énergie que vous consommez. Donc, on adresse souvent avec nos gros patrimoines. Pour exemple, on travaille avec l'AP-HP, hein, tout ce qui est hôpitaux, aide sociale parisienne, qui a, disons, 38 hôpitaux et il me semble 6, oui, c'est ça, 6 groupements hospitaliers. Donc, c'est énormément de sites. L'étape première, c'est de se dire qu'est-ce que je peux récupérer par les distributeurs, par les factures. Je n'installe rien, je n'ai pas de hardware à installer et je suis capable déjà d'avoir une bonne vision de ma performance et de voir comment j'avance de manière globale. Mais c'est vrai que lorsqu'on veut ensuite détailler un plan d'amélioration, aller dans le détail des usages, qu'est-ce qui est vraiment dédié à tel usage, tel autre, le chauffage, la clim, la ventilation, l'éclairage, le métier, en gros, tout ce que je vais consommer, on a besoin de ce comptage et c'est là la deuxième étape où on va devoir aller collecter. Alors, lorsqu'on a des GTB récoltés, encore une fois, de ce qu'on a d'existant dans le bâtiment pour remonter cette information à partir de la GTB. Lorsqu'on n'a pas grand-chose, c'est rendre les compteurs ou déployer des sous-comptages pour être capable de collecter ces informations. Et tout ça, on va également le corréler avec toutes les données qu'on va pouvoir collecter sur le terrain ou via des organismes externes qui vont nous permettre d'analyser de manière pertinente toute cette information. Donc, on retrouve des données d'activité, hein, on parlait des déchets tout à l'heure, mais aussi d'activité au sens de les caractéristiques techniques du bâtiment, l'usage, les horaires de fonctionnement, ce type-là. Des données techniques, encore une fois, un peu plus précises sur les équipements pour être capable d'analyser de manière pertinente. Et puis, tous les facteurs d'influence qui vont être pertinents dans l'analyse. Alors, on met souvent en avant la météo parce que c'est le principal hein, lorsqu'on parle de chauffage, climatisation. Donc, comment est-ce qu'on peut corriger les données de ces conditions météorologiques pour être capable, lorsqu'on se dit, tiens, je veux comparer mon bâtiment d'une année à l'autre, ne pas être influencé par le fait qu'il fait plus chaud ou plus froid cet été par rapport au même été de l'année d'avant, mais bien mesurer à condition de météo, à condition de température identique, la progression de mon bâtiment. Et tout ça se fait de manière manuelle ou tant que possible automatisée, parce qu'un des enjeux derrière tout ça, c'est évidemment d'avoir de la donnée fiable, le plus rapide possible, la plus fiabilisée. Et c'est pour ça que de plus en plus, on travaille sur l'automatisation de l'ensemble de ces données qu'on est capable d'intégrer dans des plateformes comme celle qu'Ubigreen propose. Et donc, le sujet, ça va être cette qualité de données. Le sujet, ça va être est-ce que mes données sont complètes par rapport à l'analyse que j'en fais hein. Il ne s'agit pas de se dire que le moins 20% qu'on voit, c'est juste parce qu'on a 20% de données qui ne sont pas remontées dans la solution.
mais qu'on est à complétude égale lorsqu'on va analyser des données entre elles, et puis s'assurer aussi via des fonctionnalités qui sont embarquées dans des solutions comme celles qu'on propose, que la donnée est pertinente. Est-ce que c'est une donnée pertinente par rapport à ce qu'on a? Est-ce qu'elle est cohérente par rapport aux consommations actuelles? Et est-ce qu'elle va justement nous permettre de prendre des décisions à partir de données et d'analyses fiables qu'on peut remonter sur le terrain? Et derrière, c'est un ensemble de tableaux de bord, de fonctionnalités. Je vous partagerai mon écran sur la solution pour vous faire une rapide démonstration de la solution. Mais on va évidemment très rapidement pouvoir vous ouvrir la vue sur l'ensemble de vos factures de consommation pour avoir cet état des lieux global, d'accord? Être capable d'identifier les bons et mauvais élèves dans les bâtiments que vous gérez pour être capable, encore une fois, de prioriser vos actions sur ce qui est important et c'est sur ce sur quoi on va pouvoir travailler le plus rapidement possible. Traiter tout le volet reporting, on l'a vu juste tout à l'heure, on a déjà le décret tertiaire, on a un certain nombre de réglementations qui arrivent ou qui arriveront, qui nécessitent énormément de reporting, d'agrégation. Donc, l'idée, c'est de l'automatiser pour pas que vous passiez du temps à générer ces rapports, mais plutôt que vous passiez du temps à piloter vos plans d'amélioration et justement être capable de vous aider dans ces plans d'amélioration avec des solutions qui vont permettre de suivre les actions d'amélioration dans la solution, de mesurer l'atteinte des objectifs qu'on a fixés et même, vous voyez, on a anticipé notamment si vous avez du patrimoine tertiaire, pour ceux que ça concerne, outiller tout le volet du décret tertiaire pour être capable même d'aller jusqu'à la publication dans Opérate des données collectées, recalculées selon les règles du décret tertiaire. Et derrière, vous allez bien entendu, lorsqu'on va un peu plus loin dans le sous-comptage, être capable d'analyser finement par usage, de mettre sous contrôle avec des alarmes qui vont être vraiment ciblées sur la performance énergétique des bâtiments et puis d'aller chercher toutes ces consommations dont vous n'avez pas besoin, cette chasse au gaspillage qui est souvent la priorité à traiter avant de pouvoir investir sur des actions un peu plus long terme en termes de fonctionnement. Pour ce faire, on a en fait chez UbiGreen développé et intégré un certain nombre d'équipements qui nous permettent de collecter toutes ces informations. On a une approche avec une unique passerelle qui est capable de parler avec toutes les GTB du marché en utilisant en fait leur réseau et d'aller collecter ce qui existe déjà, ce que vous avez déjà comme compteur dans vos sites. Et puis, on va compléter avec des modules radio dont vous voyez un certain nombre d'exemples ici qui sont capables d'aller collecter toutes sortes de consommations, productions, informations de température sur les différents sites que vous retrouvez dans le bâtiment. Pour revenir à la solution, donc là je vous partage l'écran, on est connecté à la plateforme, donc vous retrouvez une solution web, donc très facile d'accès puisque vous n'avez rien à installer chez vous, c'est une application web auquel vous vous connectez. On va retrouver ces vues au niveau, lorsqu'on va très vite, on en parlait tout à l'heure avec la PHP, on l'a fait également avec des départements, des communautés de communes en France, Toulouse Métropole, le département 31. L'idée, c'est d'avoir rapidement cette vue de votre patrimoine et d'identifier très rapidement là où sont les priorités d'investissement ou de travail pour aller très rapidement identifier le bon mauvais élève sur lequel on va pouvoir travailler sur ces éléments. Tous ces tableaux de bord sont hyper paramétrables. Comme toute cette réglementation bouge très vite en France, et on voit qu'effectivement, il y a pas mal d'objectifs nouveaux qui arrivent un peu tous les ans, on a voulu vraiment vous donner la main sur une capacité à paramétrer cette solution en fonction de vos besoins. C'est-à-dire qu'on a toujours des experts chez nous qui vous accompagnent dans la démarche d'analyse, mais vous allez être capable de dire, tiens, je veux une analyse un peu plus fine sur telle typologie de bâtiment, tel usage dans mes sites. Vous êtes capable de l'analyser, de le paramétrer dans la solution et d'aller dans des analyses, vous voyez, par usage. Donc, ça provient soit de vos factures, ça provient soit d'Enedis, ça provient soit de vos sous-comptages, lorsqu'on va équiper du sous-comptage dans la solution, pour être en mesure derrière d'analyser parfois très finement. On pense à cette courbe de charge où on va pouvoir identifier très rapidement des pics de consommation, des usages anormaux en fonction des périodes d'activité, avec, encore une fois, toujours cette recherche de consommation en période d'inactivité qui n'est pas nécessaire. On a beaucoup travaillé dans des départements. Pour vous donner un exemple, donc le département 31, on a équipé 140 collèges à peu près donc de la collecte très haut niveau, Enedis, et puis derrière des sous-comptages, à peu près 15-20 sous-comptages dans les sites,
dans les collèges pour aller identifier les sous-consommations et identifier là où j'avais des consommations anormales. Et ce qu'on met souvent en évidence avec ce type d'analyse, c'est ce qu'il se passe en période d'inactivité. Est-ce que ma consommation en week-end, alors dans les collèges c'est encore mieux, on a le week-end, les vacances scolaires, les jours fériés, est-ce que ce que je consomme en période d'inactivité est suffisamment bas par rapport à ce que je consomme en journée? Et là, typiquement, on voit qu'on a une vraie opportunité d'économie à réduire des consommations ici qui sont anormalement hautes le week-end alors que j'ai personne sur mes sites. Et c'est vraiment de ça dont on parle, c'est-à-dire que à la fois on a un objectif de garantir un confort des usagers et des utilisateurs dans les bâtiments. Il ne s'agit pas de couper le chauffage d'hiver pour faire moins de consommation, bien entendu. Donc, on doit garantir ce confort, mais on doit s'assurer que lorsqu'on n'en a pas besoin, on ne consomme pas d'énergie associée à ces éléments-là. Et cette mesure va nous permettre également, on en parlait tout à l'heure, de se dire, OK, quels sont mes besoins en chaleur, en éclairage, en chauffage, etc., pour être capable aussi de mener des plans d'électrification par rapport à mes besoins réels. On retrouve d'ailleurs, pour faire la corrélation avec le confort, on retrouve d'ailleurs souvent chez nos clients, et c'est ce qu'on a fait au CD31, c'est ce qu'on a fait, alors on n'est pas dans le public, mais on a beaucoup de clients bancaires au niveau national et international qui ont eu cette approche de dire, plutôt que d'équiper toutes vos productions de chaleur, on va plutôt déployer des capteurs de température radio. Alors c'est assez simple, ils sont radio, on les pose sur un mur et on récolte ces données via des réseaux publics pour aller mesurer l'impact de cette production de chaleur et de se dire finalement, plutôt que d'équiper avec du comptage et de la télérelève du comptage de la chaufferie, je vais positionner sur des points chauds ou froids dans mes bâtiments, des capteurs de température qui vont vérifier si à 4 heures du matin, j'ai bien mon réduit de consommation, de chauffage pour le coup, que ça remonte bien au moment où les personnes arrivent et que je redescends bien au bon moment lorsque j'ai personne sur site. Et ça permet très rapidement d'identifier des optimisations en termes de chaud et de froid. La ventilation, c'est un vrai sujet. Bon, là, pour le coup, on peut difficilement la sentir, l'entendre, la mesurer, mais c'est rapidement, pour reprendre des départements ou des communautés de communes, on travaille aussi pas mal à Toulouse Métropole, on a déployé des systèmes de mesure de fonctionnement, donc via des petits ampèremètres connectés, de tout ce qui est ventilation, donc les CTA qu'on retrouve sur l'ensemble des sites. Et on a parfois sur certains sites fait jusqu'à 30% d'économie juste en réglant cette ventilation, cette CTA qui était à tort à 100% pendant toute l'activité, enfin pendant tout le fonctionnement du bâtiment, qu'il y ait du monde ou qu'il y ait personne dans les bâtiments. Alors donc c'est vite des choses qui permettent d'identifier ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne ressent pas, et qui par la donnée permettent d'améliorer tout ça. Tout ça pouvant être bien entendu mis sous contrôle d'alarme. Il ne s'agit pas de regarder tous les jours des tableaux de bord, on va positionner des alarmes pour détecter des fuites d'eau, pour détecter des consommations anormales, être notifié par email, SMS très rapidement dans la solution. Et le gros intérêt derrière, c'est qu'on va pouvoir suivre ces objectifs qu'on va se définir. Alors, on a outillé dans la solution tout l'objectif, tout le suivi du décret tertiaire, puisque c'est quelque chose sur lequel on est à peu près tous concernés, mais on peut aussi se créer des objectifs totalement décorrélés de ce décret tertiaire, qui c'est un objectif interne d'amélioration, soit des émissions, soit des consommations, soit du coût, et de mesurer en fonction du plan d'action qu'on a également outillé dans la solution, l'avancement par rapport à l'objectif qu'on se fixe et de savoir si effectivement on est en ligne par rapport à cet avancement avec des actions qui sont partagées entre les utilisateurs et de la simulation pour voir si l'atteinte de cet objectif est toujours réaliste vis-à-vis du plan d'action qu'on aurait pu mettre en œuvre directement dans la solution. Voilà pour cette rapide synthèse de la mesure, des enjeux de mesure, de la façon dont on traite chez UbiGreen. Je crois que Charlotte a un petit sondage à cette étape. En fait, on a un petit sondage. En fait, un peu plus tard, on a un peu plus tard dans le. Mais en tout cas, si des participants sont intéressés pour avoir des démonstrations un peu plus détaillées par la suite, on pourra vous faire bien évidemment une démonstration un peu plus détaillée. Non, là, du coup, je vais donner la parole à William. Normalement, vous avez la main.
Allez, super. Alors, je vais essayer de… Voilà. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Tout à fait. Alors, on ne le voit pas en mode présentation. Oui, nickel. Ah, on est bien là? On est On est parfait? parfait, on peut y aller. Bon, mais bonjour à tous, hein. Je vais essayer de vous donner un autre cas d'usage où l'ensemble de ces données de consommation d'énergétique et d'impact carbone sont aussi intéressantes. Euh, c'est dans le cas où vous planifiez votre stratégie de décarbonation, votre politique de travaux dans les années futures. C'est une approche qui, pour nous, se fonde sur les schémas directeurs immobiliers et énergétiques quand on est collectivité territoriale ou établissement public de l'État, en lien avec son SPSI quand on est collectivité territoriale, et pour un organisme HLM dans le cadre de son PSP ou du nouvel objet là qui vient récemment de pointer le bout de son nez qui s'appelle un PSSED. Mon Dieu, que nous jargonnons. Mais comme parmi vous, il y a un peu de tout type, on peut regrouper l'ensemble de cette vision de planning, de réhabilitation, de décarbonation, ou d'amélioration ou d'investissement dans l'ensemble de ces objets-là. PSSED pour ceux qui sont perdus, plan stratégique simplifié énergie et décarbonation, PSP, plan stratégique de patrimoine. Donc, ces démarches sont des démarches de réflexion pour la construction de programmes de travaux d'investissement. Donc, on est dans un cas d'usage un peu complémentaire à celui que vient de présenter Pierre-Olivier. Hein. On est dans quelque chose qui programme plutôt des opérations d'investissement sur la base de critères. Ces critères sont traditionnellement les critères d'évaluation de l'usage, de l'état technique des ouvrages, de la performance énergétique, notre sujet du jour, mais aussi des projets des parties prenantes, de la situation des bâtiments et de l'ensemble des budgets. Ce sont des démarches qui nécessitent le croisement d'ensemble d'enjeux pour définir les patrimoines sur lesquels on va investir de telle sorte à ne pas se tromper. Parce qu'il ne faudrait pas résoudre les problèmes de décarbonation et de patrimoine sans pour autant résoudre vos problèmes de vétusté technique de vos équipements, vos problèmes de sécurité ou tout bêtement vos problèmes d'adéquation des bâtiments à vos besoins quotidiens, que ce soit parce qu'on loge des gens ou que ce soit parce qu'on accueille des élèves dans des écoles. Donc, on va ici croiser dans ces approches des enjeux différents, dont l'énergie, et on devra bien connaître l'ensemble de ces enjeux. Donc, la connaissance du patrimoine sera au cœur de la définition de sa stratégie d'investissement. Dans cette connaissance, on retrouvera la dimension énergétique. Donc, pour nous, toutes ces démarches sont centrales pour organiser la stratégie de décarbonation du parc immobilier en ciblant les investissements de décarbonation sur les sites qui ont une pérennité dans le cadre de votre gestion patrimoniale parce qu'ils sont utiles à vos usages, parce qu'ils sont pas mal foutus, mal conçus ou mal implantés. Mais comment allons-nous définir ces investissements? On a 3 leviers de décarbonation, on les a déjà abordés ensemble. Le premier, c'est celui qui vient très rapidement dans nos têtes, c'est le fait de réduire la consommation énergétique directe par une meilleure isolation des bâtiments ou une amélioration de la performance des systèmes. Mesurer la performance des systèmes, ça se fait grâce à la mesure des consommations énergétiques du quotidien. Et ça se fait aussi grâce à un bon suivi quotidien des équipements. Donc, le premier truc qu'on va chercher à faire pour décarboner, c'est d'abord de moins consommer. Le deuxième aspect, et c'est très nouveau dans nos approches, et ça vient du 50 to 55 en anglais, dans le texte, et de la stratégie de décarbonation de l'État français, c'est une plus grande utilisation de matériaux bio et géosourcés et quelque chose d'assez émergent qui est le réemploi des matériaux, même si dans le réemploi, on a encore un peu des questions liées à la dommage ouvrage. Et enfin, troisième levier qui permet de décarboner, c'est la transition énergétique
Et comme on vient de le dire plus haut, le fait d'utiliser de façon plus importante les énergies renouvelables ou d'utiliser de façon plus importante l'énergie électrique qui est considérée comme décarbonée par rapport aux énergies carbone. Donc, on va se retrouver dans le cadre de ces stratégies d'investissement futur à construire des combinaisons d'actions de façon à minimiser les empreintes carbone de ce que l'on fait. Donc, dans le cadre de notre stratégie, on va combiner des actions d'isolation, d'emploi de matériaux durables et de minimisation des énergies renouvelables, de maximisation des énergies renouvelables et de minimisation des énergies carbonées. Comment on va faire ça? Eh bien, on va lier un schéma directeur immobilier, un PSP, un PSSED, peu importe comment on l'appelle. On va lier notre stratégie avec des programmations de bouquets de travaux types qui combinent des solutions d'isolation, des solutions d'amélioration des systèmes de chauffage avec des prix cibles et des bouquets de travaux qui sont adaptés à chacun de vos bâtiments. Donc, on va prévoir dans le futur d'intervenir sur des réhabilitations de décarbonation ou des investissements de décarbonation qui sont standardisés avec des rénovations qui contiennent des solutions de maîtrise des consommations, de réemploi, de biosourcés et de décarbonation des énergies. Évidemment, une des bonnes approches sera de territorialiser ces démarches pour que les entreprises locales puissent bien les maîtriser et surtout, une fois qu'on a conduit nos investissements, de pouvoir mesurer sur les consommations, sur les émissions, les impacts de ces bouquets de travaux. Donc, la stratégie immobilière, elle doit prévoir dans le temps des investissements de décarbonation avec des bouquets de travaux territorialisés en tenant compte des grands enjeux de vos usages du quotidien. Et une fois qu'on a fait ces travaux, il va falloir mesurer la performance effective des travaux sur les consommations. Et on voit bien le lien que l'on peut avoir entre des solutions comme la nôtre chez Novamap qui vous permettent de gérer simplement cette complexité stratégique et des solutions qui collectent des informations en temps réel sur des consommations en croisant des approches plus d'évaluation des performances bâtimentaires et d'évaluation de performances énergétiques. Allez, je vous montre des petits écrans, hein, comme on l'a fait côté UbiGreen. Donc, chez Novamap, on va venir décrire complètement l'ensemble de vos actifs immobiliers, mais pas uniquement sur les aspects énergétiques, sur l'ensemble des aspects. Et la dimension énergétique deviendra, dans son niveau un peu macro, une des dimensions de l'analyse stratégique. Donc là, je vous présente un écran qui décrit un site qui s'appelle Prado-Perrier, avec l'ensemble des documents et plans associés à ce site, l'ensemble des problèmes que l'on rencontre quotidiennement sur ce site, des problèmes d'exploitation, l'ensemble des équipements qui sont contenus dans ce site, que ce soit des équipements énergétiques ou des équipements si vous avez des problèmes d'état et qui peuvent, dans le futur, vous absorber des problèmes, des enveloppes budgétaires. On voit là sur ce site quelques graphiques de présentation des équipements qui sont contenus dans ce site. On peut les détailler par famille, les détailler par équipement type, descendre jusqu'à avoir une fiche sur un équipement en particulier. Donc, vous avez là une fiche sur un ascenseur sur lequel on va avoir tous les éléments qui nous permettent d'évaluer l'état de cet équipement et on verra plus tard comment à partir de l'état de chaque équipement, on est capable d'évaluer la vétusté d'un site en particulier et donc de mettre en rapport l'état technique du patrimoine avec sa performance énergétique. On va retrouver des éléments de reportage photographique, des éléments documentaires, des propriétés que l'on peut déterminer et effectivement tous les travaux que l'on conduit sur cet équipement en particulier. Et on va pouvoir scorer le patrimoine, comme vous le voyez à gauche de cet écran, selon des axes d'analyse. On va retrouver tous les axes d'analyse d'un schéma directeur immobilier ou d'un PSP. Évidemment,
la brique qui nous lie avec UberGreen, où on peut compacter les performances énergétiques. Alors là, dans ce paramétrage, on présente des données classiques de DPE. On va pouvoir évaluer les aspects plus sécuritaires, les aspects plus de conception. On voit ici des notations de l'architecture des bâtiments ou de la configuration des lieux ou de la capacité à être suffisamment grand pour faire ci ou ça. Des notes qui sont liées à l'état technique qui provient de la note de nos équipements, des évaluations sur l'implantation des bâtiments, est-ce qu'ils sont bien situés, est-ce qu'on y arrive facilement, est-ce qu'on peut correctement se garer. Donc des choses qui sont plus liées à l'usage quotidien du patrimoine ou des dimensions d'accessibilité. Donc avec Novamap, vous pouvez gérer l'ensemble des dimensions de votre patrimoine, dont la dimension énergétique, et programmer ultérieurement une politique de travaux qui contient vos axes de décarbonation, mais qui contient aussi vos axes d'amélioration plutôt bâtimentaire. Donc on voit là, dans cet exemple-là, que l'orientation sur ce site est de le maintenir en état. Ça provoque un plan de travaux avec des bouquets de travaux et derrière, on sera en mesure d'évaluer l'impact sur les consommations dans la mesure où on est associé à un outil comme celui du BigGreen qui permet de les mesurer. Je vous montre un peu la visualisation possible de l'ensemble de ces dimensions dans le cadre de matrices pour pouvoir repérer un peu les éléments. Là, vous avez une matrice avec un exemple de 3 sites, ici du bâtiment tertiaire, ici du logement, ici un site sportif avec des gymnases. On va pouvoir venir rajouter les notes que vous avez vues tout à l'heure ici et conjuguer dans une seule et même vision des sites avec des notes sur des aspects, dont les aspects énergétiques, et venir programmer ou déterminer ce que l'on fait ici ou là. On va pouvoir, dans notre solution, avoir la vision sur les travaux qui ont été faits par le passé et suivre mes opérations énergétiques dans le futur. Là, on prend l'exemple d'une réhabilitation énergétique avec décarbonation, avec des traitements sur les façades et des suivis de jalons dans le futur. Je reviens un petit peu sur ma présentation, juste pour vous dire que la solution que je vous présente sa brique plutôt stratégique, mais Novamap est une solution SaaS qui concerne la gestion de proximité, la maintenance technique, que nous appelons la gestion opérationnelle du quotidien. On a un fonctionnement de GMAO et aussi le pilotage stratégique du patrimoine immobilier sur lesquels on vient de vous présenter les quelques éléments qui sont là. On est une société d'une vingtaine de personnes, on est basé à Marseille. On est né avec la maintenance du quotidien, la qualité de service dans le jargon d'un organisme HLM. Et depuis 2018, on travaille sur les sujets liés à la déclinaison de plans de travaux avec la capacité à matérialiser les ouvrages sur des plans qui soient 2D ou en mode BIM. Et depuis on va dire 2 ans, on déploie cette solution qui permet à la fois de gérer les actions du quotidien et de construire ces plans stratégiques de patrimoine, ces plans prévisionnels d'entretien avec mesure d'impact sur les éléments. Si l'on veut bien construire sa stratégie de réhabilitation et bien la suivre au fil du temps, il faut pouvoir mesurer que nos hypothèses d'impact sont les bonnes et donc avoir des mesures effectives des consommations énergétiques une fois que les opérations ont été réalisées. Je pense qu'à ce stade, on a à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, je vous repasse la main. Merci William. On va terminer par un dernier sondage avant de redonner la main à Pierre-Olivier. Donc, utilisez-vous déjà une solution pour gérer la maintenance de vos bâtiments? Donc, je vous laisse quelques instants pour répondre.
Voilà, alors, pratiquement tout le monde a pu voter. Hop, je vais vous partager les résultats. Donc, on est à peu près en moitié-moitié, on va dire, sur déjà une installation d'une solution et ceux qui sont en réflexion, en cours de mise en place ou pas encore. Du coup, je vais redonner la parole à Pierre-Olivier. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est bon? Allez, super. Dernière petite conclusion pour vous parler, on en a parlé à la fois avec William sur la partie maintenance, à la fois avec moi sur la partie énergie. Tout ce cadre se situe généralement dans un format de plus en plus ESG. Alors, ESG, RSE, l'ESG, c'est vraiment le focus sur la gouvernance en tant que telle. Le RSE peut intégrer un certain nombre d'actions et de responsabilités, on va dire, sociétales, environnementales en dehors de l'organisation. Pour vous redonner ce petit focus sur l'ESG, donc E, environnement, S, sociétal ou social, gouvernance pour l'aspect G. Évidemment, on parle beaucoup de E dans notre cadre, dans ce cadre de notre intervention. On va retrouver tout ce qui est efficacité énergétique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, carbone en particulier, mais pas que, l'efficacité autour des déchets, de l'eau et grosso modo de l'usage des matériaux que l'on va utiliser dans la rénovation ou la construction de nos bâtiments. Et donc, sur chacun de ces objectifs, hein, le sociétal va intégrer tout ce qui va être sûreté, confort, sécurité, santé des collaborateurs et des occupants des sites. Le G va préciser l'aspect gouvernance, l'organisation de l'entreprise, la gestion des risques, la transparence des informations dans l'organisation pour être capable de communiquer en interne et en externe sur ce rapport d'activité global. Et donc, toutes les organisations, on le voit de plus en plus aujourd'hui en France, mais également au niveau international, s'intègrent dans cette dynamique-là avec des objectifs sur chacune des briques et un suivi vraiment de plans d'amélioration et de reporting in fine, parce que de plus en plus, d'un point de vue réglementaire, en fonction de la taille et de l'organisation des entreprises ou des organisations, on va avoir cette obligation de reporting, mais dans tous les cas aussi un suivi et pilotage interne avec des exemples d'objectifs, comme vous le voyez, qui peuvent être suivis dans l'entreprise. Aujourd'hui, cette thématique globale autour de l'ESG, du RSE, des émissions de carbone, de l'énergie est évidemment un enjeu stratégique pour toutes nos organisations. On le voit au-delà, alors on est plutôt dans vous êtes plutôt des acteurs dans le domaine du public, du logement, mais tous les acteurs aujourd'hui du marché sont concernés, et ça c'est vrai au niveau national, européen, puisqu'on en parle un peu dans le cadre de nos démarches, mais même plus globalement au niveau international, où on a tous notre part d'action dans ce changement climatique et de voir comment est-ce qu'on peut agir sur notre patrimoine, sur nos bâtiments pour prendre part un petit peu à ces dynamiques-là. Et on le voit, ça concerne à la fois des propriétaires de bâtiments, des institutions financières qui tiennent compte de plus en plus de ces éléments de notation ESG sur des investissements plus long terme, hein, parce qu'un bâtiment effectivement qui joue le jeu sera effectivement mieux noté d'un point de vue de ces compagnies, compagnies d'assurance et éventuellement également. Et puis globalement, on voit quand même que tous les gouvernements, et pour le coup la France est plutôt en avance au niveau européen, mais même au niveau international, jouent le jeu de cette dynamique globale. Voilà pour cette petite conclusion. 2 mots sur UbiGreen. On a été créé à peu près en même temps que Novamap. Hein. On a tous les deux 12-13 ans d'expérience. Donc, c'est une entreprise française qui fait partie d'un groupe européen, Planon, avec qui on déploie nos solutions dans une 15-20aine de pays au niveau international. 50 collaborateurs localisés à Toulouse, Marseille et Paris. Plus de 50 000 bâtiments. Et vous l'avez compris, on s'est vraiment, nous, aussi spécialisé sur cette collecte des données à partir des compteurs, des systèmes communicants, des fournisseurs, avec plus de 500 000 points de mesure
connectés à la solution qui nous remontent cette donnée sur laquelle on va s'appuyer. Et donc nos clients, alors on parle aujourd'hui beaucoup du secteur public, hein, donc on retrouve essentiellement des grosses communautés de communes, des syndicats d'énergie, des universités, des hôpitaux, des départements, régions, en fonction des sujets, hein, dès lors qu'on a ce patrimoine un peu hétérogène, diffus, réparti, et que c'est vite compliqué de le faire sans avoir des solutions et des systèmes d'automatisation. Mais comme vous pouvez le voir, on est également pas mal déployé en dehors du secteur public sur de gros patrimoines plutôt privés, pas mal dans le domaine banque-assurance, qui a énormément investi sur le sujet depuis pas mal d'années, et ce, au niveau national ou international. Et j'en ai fini pour ma présentation. Charlotte, peut-être 2 mots pour la fin? Oui, eh bien, on va passer à la session questions-réponses. On a quelques questions du coup à traiter. Donc, on a une première question. Donc, quelles sont les grandes étapes pour une collectivité pour optimiser ses consommations énergétiques? Donc là, donc pour une collectivité, on va commencer par réaliser un état des lieux complet de son parc immobilier en identifiant les principales sources de consommation et en mettant en place un outil comme celui du BeGreen, en fait, pour les accompagner justement à détecter les surconsommations, les anomalies, etc. Donc, je ne sais pas si Pierre-Olivier, toi, tu veux compléter ou… On a un peu abordé avec William de part et d'autre tout au long de la présentation. L'enjeu, c'est vraiment cet état des lieux exhaustif des consommations pour être en mesure d'identifier là où on a des axes d'investissement prioritaires sur lesquels travailler. Donc tout l'enjeu, c'est de collecter cette donnée, d'avoir de la donnée fiable pour pouvoir en déduire quelque chose, de mettre en place un plan d'amélioration sur lequel on va pouvoir mesurer l'avancement et ce, à toutes les étapes des projets d'amélioration. Donc toute la difficulté est effectivement d'arriver avec ce volume de données hétérogènes, d'informations hétérogènes qu'on a un petit peu partout, de collecter dans des solutions, soit de maintenance, comme on l'a vu avec William, soit de gestion énergétique, comme on peut le voir avec UbiGreen également. Oui. La difficulté, elle réside dans le niveau de complexité qu'il y a à maîtriser ses consommations énergétiques, décarboner et aussi à continuer à régler les problèmes de vétusté, de sécurité et de confort des gens qui utilisent. Exactement. Ouais. C'est de trouver le bon chemin entre ces deux enjeux hyper forts dans le cadre de budgets qui, ma foi, n'ont pas l'air de grandir régulièrement, quoi. Voilà, c'est trouver le bon compromis, le bon chemin sur ce trajet-là. Et ça, on le trouve en mesurant les choses. Il faut bien savoir au départ ce que l'on a. Après, il faut avoir l'ensemble des mesures et puis trouver le bon chemin avec son budget. On a également une question, donc quelles sont les aides pour financer des projets dans l'habitat social? Donc, il existe un grand nombre d'aides et de subventions pour l'habitat social. Il y a des aides de l'État comme des aides à la rénovation énergétique, MaPrimeRénov', et des aides aussi pour tout ce qui est collectivité aussi territoriale, des prêts aussi à taux bonifiés, des subventions locales. Si vous voulez un peu plus de détails sur ces aides-là, on pourra vous faire un retour personnalisé parce qu'il existe un grand nombre d'aides, on va dire, sur ce sujet. Et on a aussi une question, donc comment intégrer dans mes plans stratégiques de décarbonation la mesure de mes consommations énergétiques? Ça, c'est pas très compliqué, hein. Enfin, pas très compliqué. Rien n'est jamais compliqué, hein, mais donc nous, ce qu'on voit faire et ce qu'on trouve qui est efficace, c'est de conduire des plans opérationnels de réhabilitation sur 2-3 ans en agrégeant des consommations qui peuvent être journalières sur des périodes. Donc, on fait sa réhabilitation. À partir des données qui sont collectées par UbiGreen, on va regarder quelle est la conso moyenne dans les quelques trimestres qui précèdent la politique d'investissement. Et on va faire pareil une fois qu'elle est livrée, cette opération de réhabilitation. On va identifier les questions qui sont liées aux aspects structurels du bâtiment et les questions qui sont liées aux usages du patrimoine. Et on va comparer l'écart entre la consommation qu'on avait avant
la réhabilitation, la consommation qu'on a après, le diagnostic énergétique qu'on avait avant la réhabilitation et les hypothèses de gains d'économie qu'on avait dans ce diagnostic initialement. Et de ça, on va en construire un retour sur expérience sur notre séquence de 2-3 ans de mon petit programme de réhabilitation initiale. Et ça me permettra, dans ma séquence d'après, de faire évoluer le bouquet de travaux que je prévois dans mes réhabilitations, en améliorant ci, en constatant ça, en regardant. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est articuler politique d'investissement avec mesure des consommations sur des périodes bien sûr plus longues, parce que quand on regarde des choses à l'heure ou au jour, on est plus dans l'optimisation des usages, c'est hyper important, hein. Mais quand on est dans la gestion de l'efficacité des investissements, on a besoin d'indicateurs qui sont plus macro sur des périodes plus longues. Et je compléterai sur la démarche que présente William là, sur le avant-après, qu'il faut bien entendu intégrer la correction en fonction des facteurs d'influence qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'effectivement, entre le avant-après, si on pense tout de suite à la météo, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure. Il faut bien corriger ces consommations des conditions météo pour qu'elles soient comme si on était aux mêmes conditions, pour être capable de vraiment mesurer un apport. Ça peut être un nombre de personnes sur le site, ça peut être un usage différent. Donc, toujours bien intégrer cette correction des facteurs d'influence climatique, nombre de personnes, usage, pour être vraiment en mesure d'évaluer l'impact réel d'une action et sans influence de facteurs externes. Oui, tout à fait, oui. Eh bien, on a traité du coup les questions. Alors, n'oubliez pas de regarder régulièrement sur notre site internet. On a un nouveau guide justement sur tout ce qui est développement durable pour bien comprendre les différents indicateurs ESG, RSE, CSRD. Donc, n'hésitez pas à regarder nos contenus régulièrement sur notre page ressources du site internet. Et nous vous remercions du coup pour votre participation. Merci William, merci Pierre-Olivier. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir, bonne fin de journée. Au revoir.